La femme en robe argentée a hurlé. Un cri strident qui a déchiré l'air comme un couteau, et mes mains, qui n'avaient même pas eu le temps de frôler les touches, ont tressailli, brûlées par la surprise. J'étais juste là, assis sur ce banc de piano, à fixer les 88 touches parfaites, noires et blanches, en essayant de trouver le courage de les toucher. Et puis, ce cri. Mon ventre s'est noué, un froid intense m'a envahi. J'ai levé les yeux. Elle se tenait près de l'entrée du Grand Théâtre de Lyon, grande, mince, sa robe scintillait sous les lustres de cristal. Des diamants pendaient à ses oreilles, autour de son cou. Son visage était tordu de dégoût et de colère, comme si elle venait de découvrir une souris sur sa table. « Sécurité », a-t-elle braillé, me désignant du doigt. « Il y a un enfant sur scène. Qu'on le sorte de là tout de suite. » Le chaos a éclaté. Les gens ont commencé à affluer dans la salle, l'entracte touchant à sa fin. Ils revenaient avec leurs verres de champagne frais, leurs petites assiettes de canapé chers. Un par un, ils ont remarqué la scène. Un petit garçon, moi, assis au grand piano, vêtu de vêtements qui visiblement n'avaient rien à faire ici. Les murmures ont commencé. « C'est qui, ça? Comment il est entré? Une blague? Regardez comment il est habillé. Il ne devrait pas être là. » Je suis resté figé sur le banc, mon cœur tambourinant si fort que je l'entendais dans mes oreilles. Je voulais fuir. Tous mes instincts me disaient de sauter du banc, de disparaître derrière le rideau, de traverser les couloirs, de retourner à l'allée où j'étais censé être. Mais mes muscles étaient tétanisés par la peur. Un homme au premier rang, Monsieur Dubois, un grand type rougeau dans un smoking qui devait valoir plus que tout ce que ma mère et moi possédions, s'est levé. Il a mis ses mains en porte-voix et a crié vers la scène. « Hé, gamin, dégage de là! Ce piano vaut plus que ta misérable vie. » Certaines personnes ont ri. Pas un rire joyeux, non. Le genre de rire qui vous fait sentir minuscule et inutile. Le genre de rire qui dit « Tu n'es rien et tu ne seras jamais rien. » Des larmes ont piqué mes yeux, mais j'ai refusé de les laisser couler. J'avais appris il y a longtemps que pleurer ne servait à rien. Pleurer ne payait pas les factures. Pleurer ne réparait pas les choses cassées. Il fallait juste serrer les dents et continuer. Mais là, c'était différent. Ce n'était pas un jour difficile à l'école ou un commentaire méchant d'un camarade. C'était une salle pleine d'adultes. Des adultes riches et puissants, tous me regardant comme si j'étais un déchet venu de la rue. D'autres voix se sont jointes au cœur. Appelez la sécurité. Enlevez ce gamin de la scène avant qu'il ne casse quelque chose. Où sont ses parents? Quel genre de personnes laissent leur enfant courir comme ça? C'est cette dernière remarque qui m'a fait le plus mal, parce que ma mère Marie, elle était là. Quelque part dans ce bâtiment, elle travaillait dur pour nous. Et si quelqu'un découvrait qu'elle m'avait emmené ici, elle perdrait son emploi. Il pourrait même appeler la police. Il pourrait me l'enlever. Ma poitrine s'est serrée de panique. J'avais fait une terrible erreur. J'aurais dû rester dans l'allée. J'aurais dû écouter ma mère. Maintenant, j'avais tout gâché. Comment j'étais arrivé là? C'est une longue histoire. Une histoire qui a commencé bien avant cette nuit froide, bien avant que je ne voie ce piano pour la première fois. En fait, je ne me souviens plus exactement quand ma passion a commencé. Était-ce quand j'avais 5 ans et que j'ai entendu une mélodie s'échapper d'une vitrine à Marseille? Ou plutôt quand ma mère, Marie, m'a emmené à un concert gratuit dans un parc, sous le soleil, et que j'ai vu une femme dont les doigts dansaient sur les touches comme par magie? Je crois que c'était cette fois-là. Mes yeux n'ont pas quitté ses mains. J'avais 6 ans à l'époque, si ma mémoire ne me trompe pas, ou peut-être 7. Non, 7 ans, c'était cette nuit-là. J'avais 6 ans, oui, je suis presque sûr. On habitait dans un petit appartement près du Vieux-Port, où on entendait les voisins à travers les murs, et l'eau chaude ne marchait qu'1 jour sur 2. Marie travaillait comme une forcenée. 2 boulots, juste pour que les lumières restent allumées et qu'on ait quelque chose à manger. Pas de place pour le superflu, pas de leçons de musique,
pas d'instrument, pas de rêve qui ne rentrait pas dans un budget serré, mais cette musique, elle me parlait. Elle parlait une langue que je comprenais mieux que les mots. Un soir, il y a 2 ans de ça, ma mère est rentrée épuisée et m'a trouvé à la table de la cuisine avec un morceau de carton et un marqueur noir. J'étais en train de dessiner très attentivement, la langue légèrement sortie, comme toujours quand je me concentrais. Elle s'est approchée et a regardé ce que je faisais. Son cœur, je pense, a dû se serrer. J'avais dessiné un clavier de piano, chaque touche, noire et blanche, étirée sur le carton, en parfait ordre. Il touche comme un vrai piano. J'avais compté dans une image trouvée à la bibliothèque, là où je passais beaucoup de temps, à feuilleter des livres sur les compositeurs, sur la théorie musicale. « Qu'est-ce que tu fais, mon amour ?» a-t-elle demandé, même si elle le savait déjà. « Je fabrique un piano », ai-je répondu sans lever les yeux. « Pour m'entraîner. » Elle n'a pas su quoi dire. Elle s'est assise à côté de moi et m'a regardé finir. Quand j'ai eu terminé, j'ai posé mes petits doigts sur les touches silencieuses et j'ai commencé à les bouger, appuyant sur le carton qui ne faisait aucun bruit. « Quelle chanson tu joues ?» a-t-elle murmuré. « Celle du parc, » ai-je dit. « La jolie. » À partir de cette nuit-là, le piano en carton est devenu mon bien le plus précieux. Je m'entraînais tous les jours, pendant des heures, sur cette table de cuisine, les doigts bougeant silencieusement sur les touches dessinées, n'entendant la musique que dans ma tête. Je regardais des vidéos sur le vieux téléphone craqué de ma mère, étudiant comment les vrais pianistes bougeaient leurs mains, mémorisant chaque détail. Marie me regardait parfois, les larmes aux yeux. Elle aurait tant voulu me donner plus. Un vrai piano, de vraies leçons, une vraie chance. Mais les vœux ne payent pas les factures. Alors elle faisait ce qu'elle pouvait. Elle m'encourageait. Elle me disait que j'étais talentueux. Elle me promettait qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, les choses seraient différentes. Et je la croyais. Il fallait bien. Moment, ici je dois faire une petite digression. C'est fou, rétrospectivement. Quand j'étais petit, je pensais que le monde était séparé par une vitre invisible. D'un côté, il y avait nous, mon monde à moi, les bruits de la rue, les odeurs d'épices du marché, les efforts silencieux de ma mère. Et de l'autre, le monde des grands halls de concert, des robes brillantes, du champagne, des rires étouffés derrière les murs épais du grand théâtre. Je n'aurais jamais imaginé que ces deux mondes puissent se rencontrer, encore moins qu'un enfant comme moi puisse y jouer un rôle. On grandit avec des idées fixes sur ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Pour nous, la musique, c'était un rêve lointain, un luxe. Mais voilà que j'étais là, à quelques pas de cet instrument magnifique, et tout à coup, cette vitre invisible ne semblait plus aussi solide. C'est bizarre comme la vie peut te surprendre quand tu t'y attends le moins. On pense tout savoir, et puis bam, la réalité te claque une symphonie en pleine face. Je repensais aussi parfois à un après-midi pluvieux à Marseille. J'étais assis sur le rebord de la fenêtre de notre appartement, regardant les gouttes s'écraser sur le trottoir. Les trottoirs étaient glissants et un vieil homme avait failli tomber en transportant son cabasse. Ma mère m'avait dit un jour que la vie, c'était un peu ça. Parfois ça glisse, parfois c'est difficile de garder l'équilibre, mais il faut toujours trouver son chemin. Je me demandais ce que cet homme aurait pensé s'il m'avait vu ce soir-là, devant ce piano gigantesque. Aurait-il ri aussi? Ou aurait-il compris la simple envie de faire quelque chose de beau, même quand tout le reste est en train de s'effondrer? Je n'avais jamais eu l'occasion de lui demander. Mais l'image de son visage inquiet est revenue, comme une ombre lointaine. Ce soir-là, au Grand Théâtre de Lyon, c'était différent. C'était un grand événement caritatif. Des gens riches de toute la ville venaient collecter de l'argent. Il y aurait de la bonne nourriture, du vin coûteux, et un célèbre pianiste allait se produire sur la scène principale. Un célèbre pianiste, c'est ce qui avait attiré mon attention. Marie travaillait là tous les mardis et jeudis soirs. Elle enfilait son uniforme et disparaissait par l'entrée de service pour nettoyer les sols et vider les poubelles. Elle n'avait pas les moyens de payer une babysitter, alors je venais avec elle.
J'attendais dehors, je faisais mes devoirs sous la lumière tamisée d'un projecteur de sécurité et j'essayais de ne pas me plaindre. Mais là, il y avait ce piano, juste de l'autre côté de ces murs. Un vrai. Celui que j'avais toujours vu en image. Je n'étais pas censé entrer. Ma mère avait été très claire là-dessus. Attends dans l'allée, fais tes devoirs, ne fais pas de vagues. Elle risquait de perdre son emploi si quelqu'un découvrait qu'elle m'avait emmené au travail. Mais l'appel était trop fort. J'ai regardé autour de moi. Personne. Le gardien de sécurité qui patrouillait habituellement était rentré se réchauffer. La porte de service était entr'ouverte, comme toujours quand l'équipe de nettoyage était là. Mon cœur battait la chamade. Je savais que c'était mal. Je savais que je pouvais causer de sérieux ennuis à ma mère. Mais mes pieds ont commencé à bouger quand même, me portant vers cette porte comme s'ils avaient leur propre volonté. Je me suis glissé à l'intérieur. L'arrière-scène était sombre et encombrée de matériel. J'entendais des voix au loin, l'écho de l'événement plus loin dans le bâtiment. Je me suis déplacé silencieusement, comme j'avais appris à le faire dans notre appartement quand ma mère dormait après une longue journée. J'ai suivi le son de la musique qui s'éloignait et s'estompait, remplacé par des bribes de conversation. Les couloirs s'entortillaient, mais j'ai continué, guidé par une force invisible. Et puis, soudain, je me suis retrouvé au bord de la scène, caché derrière un lourd rideau de velours. J'ai jeté un coup d'œil. La salle de concert m'a coupé le souffle. C'était la plus belle pièce que j'ai jamais vue. Des lustres de cristal pendaient du plafond comme des cascades de lumière gelée. Des rangées de sièges en velours rouge s'étiraient dans l'obscurité. Et là, au centre de la scène, trônait le piano. Il était magnifique, noir et brillant, plus grand que tout ce que j'avais imaginé. Le couvercle était ouvert, révélant les cordes dorées à l'intérieur. Même d'où j'étais, je pouvais dire que ce n'était pas un instrument ordinaire. C'était quelque chose de spécial, presque sacré. La salle était vide à ce moment-là. L'entracte venait de commencer et tous les invités élégants s'étaient dispersés pour prendre un verre et socialiser. Le célèbre pianiste, Pierre, était introuvable. Je suis resté là, figé, incapable de détourner les yeux de ce piano. Mes doigts picotaient, tout mon corps me faisait mal de désir. Je pensais à mon clavier en carton à la maison. Je pensais à toutes ces heures de pratique silencieuse, à toutes ces chansons que j'avais apprises sans jamais les entendre jouer par mes propres mains. Je pensais à ma mère travaillant si dur, croyant en moi-même quand il n'y avait aucune raison logique de croire bonne. Et avant de savoir ce que je faisais, je suis sorti de derrière le rideau. Les lumières de la scène étaient toujours allumées, douces et chaudes. Mes pas ne faisaient presque aucun bruit sur le plancher de bois poli. Le piano semblait grandir à chaque pas, plus réel, plus impossible. J'y suis arrivé. J'ai touché le banc. Le cuir était frais et lisse sous mes doigts. Je suis monté et je me suis assis. Mes pieds n'atteignaient pas les pédales. Mon cœur battait si vite que je pensais qu'il allait exploser. J'ai regardé les touches, les 88, étincelantes de blanc et de noir, qui m'attendaient. C'était le moment dont j'avais rêvé pendant 2 ans. Le moment pour lequel je m'étais entraîné sur du carton, dans le silence et l'espoir. J'ai pris une profonde inspiration et un agent de sécurité est apparu sur le côté de la scène. Un homme costaud au visage sévère et un uniforme qui le rendait officiel et intimidant. Il a commencé à marcher vers moi, parlant dans une radio attachée à son épaule. « J'ai la situation sous contrôle », a dit le garde. « Juste un gamin qui a erré ici. Je vais le retirer dans un instant. » Je l'ai regardé approcher. C'était de la fin. Dans quelques secondes, il allait me saisir et me traîner hors de la scène. Il me poserait des questions. Il découvrirait pour ma mère. Tout s'effondrerait. J'ai pensé à courir. Peut-être que je pouvais passer devant de garde et me cacher en coulisses avant que quelqu'un ne m'attrape. Peut-être que je pouvais me cacher quelque part jusqu'à ce que les choses se calment. Mais j'ai regardé le piano. Il était toujours là, toujours beau, toujours en attente.
Les touches brillaient sous les douces lumières de la scène comme si elle m'appelait, comme si elle disait « Tu es venu de si loin, tu as travaillé si dur, vas-tu vraiment partir sans jouer une seule note ?» J'ai pensé à mon clavier en carton à la maison, à toutes ces nuits passées à la table de la cuisine, bougeant mes doigts en silence, imaginant les sons que je ne pouvais pas produire, aux vidéos que j'avais regardées 1000 fois, aux chansons que j'avais mémorisées note par note, aux rêves que j'avais portés dans mon cœur depuis si longtemps. Je n'aurais peut-être jamais une autre chance comme celle-ci. Je n'aurais peut-être plus jamais l'occasion de m'asseoir devant un vrai piano. Ce pourrait être le seul moment de toute ma vie où mes doigts toucheraient de vraies touches au lieu de celles dessinées. Le gardien s'approchait, 10 pas, puis 8, puis 6. La foule continuait de huer. Quelqu'un a jeté une serviette en papier froissé vers la scène. Elle a atterri à quelques pas du banc. « Attrapez-le! Et puis c'est tout! » a crié une femme. « C'est ridicule! Vous, à ma place, qu'auriez-vous fait? Vous seriez parti en courant, j'imagine. Moi, j'ai pris une décision. Je me suis tourné vers le piano, j'ai posé mes petites mains sur les touches et j'ai commencé à jouer. La première note a résonné dans la salle de concert, claire, pure et magnifique. C'était une seule note, une seule, mais elle a percé tout le bruit comme un rayon de lumière dans l'obscurité. Le gardien de sécurité a arrêté de marcher. La foule s'est tue un instant. Tout le monde est resté là, confus. Qu'est-ce que cet enfant faisait? Savait-il vraiment jouer ou tapait-il juste au hasard sur les touches? Puis vint la deuxième note, et la troisième, et la quatrième. Je jouais du Chopin, une des pièces les plus difficiles jamais écrites pour piano. Une pièce que les musiciens professionnels mettaient des années à maîtriser. Une pièce qui exigeait non seulement de la technique, mais aussi de l'âme. Et ce petit garçon de 7 ans, dans ses vêtements usés et sa fine veste, la jouait de mémoire. Mes doigts couraient sur les touches avec une grâce qui semblait impossible pour mon âge. Oui, mes mains étaient petites. Oui, je devais m'étirer pour atteindre certains des intervalles plus larges. Mais il y avait quelque chose dans ma façon de jouer qui allait au-delà de la technique. Il y avait du sentiment. Il y avait du cœur. Il y avait une profondeur d'émotion que la plupart des gens n'atteignent jamais dans une vie entière. La phrase d'ouverture a rempli la salle de concert de sa mélodie envoûtante. Mes yeux étaient fermés maintenant. Je ne pensais plus à la foule. Je ne pensais plus au gardien de sécurité, ni à la femme qui avait crié, ni à l'homme qui m'avait insulté. J'étais perdu dans la musique, de la même manière que je me perdais à ma table de cuisine. Sauf que maintenant, je pouvais l'entendre. Et ce que j'entendais était plus beau que tout ce que j'avais jamais imaginé. Quelques instants plus tôt, Pierre, le célèbre pianiste, était dans sa loge quand la musique a commencé. Au début, il a cru que quelqu'un passait un enregistrement. Puis, il a réalisé que cela venait de la scène. Il a marché vers les coulisses, curieux et légèrement agacé. Qui oserait toucher son piano avant sa performance? Ce qu'il a vu l'a cloué sur place. Un enfant, un petit garçon en vêtements modestes, jouant l'une des pièces les plus exigeantes du répertoire classique, et la jouant avec plus de sentiment que la plupart des professionnels ne pourraient en rassembler durant toute leur carrière. Pierre avait étudié dans les plus grands conservatoires du monde. Il s'était produit sur des scènes de Vienne à Tokyo. Il avait remporté des prix et des concours et avait reçu des standing ovations des publics les plus exigeants de la planète. Mais là, en regardant cet enfant inconnu, il a ressenti quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. L'humilité. Ce garçon avait quelque chose qui ne s'enseigne pas, quelque chose qui ne s'achète pas, ni ne s'acquiert par la pratique. Il avait un don rare, précieux, indéniable. La musique a commencé sa descente finale, ralentissant, devenant plus douce, revenant à la tendre mélodie du début. Mon toucher est devenu plus délicat maintenant, chaque note flottant dans l'air comme un murmure. Dans le public, personne ne bougeait, personne ne toussait, personne même ne se déplaçait sur son siège. Ils retenaient tout leur souffle, craignant que le moindre bruit ne brise le charme.
J'ai joué les dernières notes, douces, délicates, pleines d'un espoir tranquille, puis le silence. Pendant 3 longues secondes, rien ne s'est passé. La dernière note a plané dans l'air, s'est estompée lentement dans le néant. Je suis resté parfaitement immobile, mes mains posées sur les touches, mes yeux toujours fermés. Puis la salle a explosé. Les applaudissements étaient assourdissants. Les gens se sont levés, applaudissant, acclamant et criant. Des larmes coulaient librement sur des dizaines de visages. Les lustres semblaient trembler sous la force de l'ovation. J'ai ouvert les yeux, surpris par le bruit. J'ai regardé la foule, tout ce qui est visage que j'avais craint quelques minutes auparavant, et j'ai vu quelque chose que je n'attendais pas. Ils m'acclamaient. Madame Duval, la femme en robe argentée, était debout, applaudissant sauvagement, le mascara coulant sur ses joues. Monsieur Dubois, l'homme au gros smoking, applaudissait si fort que ses mains devaient lui faire mal. Le gardien de sécurité avait complètement oublié de me retirer et s'essuyait les yeux avec le dos de la main. Je ne comprenais pas. C'étaient les mêmes personnes qui m'avaient crié dessus. S'étaient moquées de moi, m'avaient traité d'inutile, et maintenant elles étaient debout et acclamaient comme si je venais de faire quelque chose d'incroyable. J'ai regardé vers les coulisses et j'ai vu ma mère, Marie, debout, les larmes coulant sur son visage, la main pressée sur son cœur. Elle souriait. Et à ce moment-là, tout a changé. Les applaudissements ont continué encore et encore. J'étais assis sur le banc de piano, complètement submergé. Je ne savais pas quoi faire, ni où regarder. Il y a quelques minutes, ces mêmes personnes voulaient que je sois jeté comme un déchet. Maintenant, elles étaient debout, applaudissant jusqu'à ce que leurs mains soient rouges, criant des mots que je ne pouvais pas tout à fait distinguer à cause du bruit. Mon cœur battait la chamade, mes mains tremblaient. Une partie de moi s'attendait encore à ce que quelqu'un me saisisse par le col et me traîne hors de la scène. Une partie de moi pensait que tout cela n'était qu'un rêve, mais les applaudissements continuaient. Vague après vague, ils s'écrasaient sur moi comme l'océan. Les gens ont commencé à se presser vers la scène, non pas pour me faire partir cette fois, mais pour se rapprocher de moi. Ils posaient des questions, tendaient les mains vers moi, essayaient d'attirer mon attention. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Qui vous a appris à jouer comme ça? J'ai reculé sur le banc, effrayé par toute cette attention soudaine. J'étais juste un gamin d'un quartier pauvre. Je ne savais pas comment gérer des foules de gens riches et importants qui m'entouraient et me criaient des questions. Puis j'ai senti une main sur mon épaule, douce, familière, rassurante. J'ai levé les yeux et j'ai vu ma mère debout à côté de moi. Elle était montée sur la scène sans même y penser, sans se soucier qu'elle portait son uniforme de nettoyage, sans s'inquiéter de ce que quiconque pourrait dire. Son fils avait besoin d'elle et rien d'autre n'avait d'importance. « C'est bon », a-t-elle murmuré en s'agenouillant à côté de moi. « Je suis là, c'est bon ». Je l'ai serré dans mes bras et j'ai enfoui mon visage dans son épaule. Je tremblais de partout. Les émotions des dernières minutes étaient trop fortes pour mon cœur de 7 ans. Ma mère m'a serré fort et m'a caressé les cheveux comme elle le faisait depuis que j'étais bébé. Elle pleurait aussi. Mais elle s'en fichait. Qu'ils voient tous. Elle n'avait rien à cacher. La foule a commencé à se calmer en regardant ce moment entre la mère et l'enfant. Quelque chose de sacré, de privé, comme s'il s'immisçait dans quelque chose qu'ils n'avaient pas le droit de voir. Puis une femme s'est avancée de la foule. Elle était plus âgée, peut-être une 60aine d'années, avec des cheveux argentés tirés en un chignon élégant. Elle portait une simple robe noire, pas de bijoux voyants, mais il y avait quelque chose dans sa façon de se tenir qui imposait le respect. « Excusez-moi », a-t-elle dit, sa voix calme et aimable. « Puis-je vous parler ?» Ma mère a levé les yeux instinctivement, me serrant plus fort. Elle ne savait pas qui était cette femme. Elle ne savait pas si elle allait se faire réprimander, licencier ou pire. « Je m'appelle Dr. Sophie Dubois », a poursuivi la femme.
Je suis la directrice du Conservatoire national supérieur de musique de Paris. » Les yeux de ma mère se sont écarquillés. Même elle avait entendu parler du conservatoire. C'était l'une des écoles de musique les plus prestigieuses de tout le pays. Les meilleurs pianistes, violonistes et compositeurs du monde y avaient étudié. C'était le genre d'endroit que des gens ordinaires comme nous ne pouvaient même pas rêver de s'offrir. « Je ne veux pas d'ennui, » a dit ma mère rapidement. « Je suis désolée pour tout ça. Je travaille ici comme femme de ménage. Mon fils, il n'était pas censé entrer. Je vais le ramener à la maison tout de suite. S'il vous plaît, ne me renvoyez pas. S'il vous plaît. » Dr. Sophie a levé la main doucement. « Personne ne sera renvoyé, » a-t-elle dit. « Et vous n'avez pas à vous excuser. » Elle m'a regardé, moi qui regardais par-dessus l'épaule de ma mère avec de grands yeux incertains. « Jeune homme, » a dit Dr. Sophie doucement, « mais ce dont j'ai été témoin était extraordinaire. J'ai été impliqué dans l'enseignement de la musique pendant plus de 40 ans. J'ai vu des milliers d'étudiants passer par nos portes. Des étudiants talentueux, des étudiants doués, des étudiants qui ont pratiqué des heures chaque jour avec les meilleurs professeurs que l'argent puisse acheter. » Elle a fait une pause et ses yeux sont devenus humides. « Je n'ai jamais rien vu de tel que ce que vous venez de faire. » Ma mère a secoué la tête, confuse. « Je ne comprends pas, il n'a même jamais eu de leçon. Nous n'avons pas les moyens pour des choses comme ça. Il a juste appris tout seul avec des vidéos et des livres. C'est précisément ce qui le rend si remarquable, » a dit Dr. Sophie. « La technique peut être peaufinée, les aspérités peuvent être lissées, mais ce que votre fils possède ne peut pas être enseigné. Cela vient de plus profond, de l'âme. » Elle a cherché dans son petit sac à main et a sorti une carte. Elle l'a tendue à ma mère. « J'aimerais offrir à votre fils une bourse d'études complète pour le conservatoire. Frais de scolarité, livres, matériel, tout est couvert. Nous fournirons également une allocation pour aider avec toutes les autres dépenses, transport, vêtements, tout ce dont il aura besoin. » Ma mère a regardé la carte comme si elle allait la mordre. « Une bourse, mais c'est impossible. C'est pour les enfants riches, les enfants de familles importantes, pas pour des gens comme nous. » « Madame, Dr. Sophie a attendu un nom. « Appelez-moi juste sa mère, » a-t-elle dit doucement. « C'est tout ce que je suis. » Dr. Sophie a souri chaleureusement. « Sa mère, c'est la chose la plus importante qu'on puisse être. » Elle a pressé la carte dans la main de ma mère. La musique ne se soucie pas de l'argent, du statut ou de l'origine de quelqu'un. La musique ne se soucie que de la vérité. Et votre fils a plus de vérité dans ses petits doigts que la plupart des gens n'en ont dans tout leur corps. J'ai finalement levé la tête de l'épaule de ma mère. J'ai regardé Dr. Sophie avec mes grands yeux sérieux. « Ça veut dire que je peux jouer du piano ?» ai-je demandé. « Sur un vrai piano, tous les jours ?» Dr. Sophie a ri doucement. « Oui, mon cher, tous les jours, aussi longtemps que vous le voudrez. » J'ai regardé ma mère. « Maman, je peux ?» Ma mère ne pouvait pas parler. Les larmes coulaient sur ses joues si vite qu'elle ne pouvait pas les essuyer. Toutes ces années de lutte, toutes ces nuits à faire 2 boulots et à ne pas en avoir assez. Toutes ces fois où elle m'avait regardé m'entraîner sur du carton, souhaitant pouvoir me donner plus, et maintenant ça. Elle a hoché la tête, incapable de former des mots. Mon visage s'est illuminé comme le soleil sortant des nuages. « Merci », a finalement réussi à murmurer ma mère. « Merci beaucoup. » La foule qui avait observé en silence a de nouveau éclaté en applaudissements. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, ce n'était pas seulement de l'étonnement face à une performance. C'était de la joie. Une joie pure, sincère pour une mère et son fils dont les vies venaient de changer à jamais. Monsieur Dubois, l'homme au gros smoking, celui qui avait crié cette terrible insulte plus tôt, s'est frayé un chemin jusqu'à l'avant de la foule. Son visage était rouge, mais pas de colère cette fois. De honte. « Je vous dois des excuses », a-t-il dit, la voix brisée à mon intention. « Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était mal. J'ai eu tort. Je vous ai jugé à vos vêtements et à votre origine.
et j'ai manqué ce qui était sous mes yeux. Il a sorti son portefeuille et a tendu une carte de visite à ma mère. Mon entreprise parraine de jeunes artistes, a-t-il dit. Tout ce que le conservatoire ne couvrira pas, nous le ferons. Leçons privées, opportunités de concert, un piano pour votre maison, tout ce dont ce jeune homme aura besoin pour réussir. Avant que ma mère ne puisse répondre, d'autres ont commencé à s'avancer. Madame Duval, en robe argentée, a offert de les mettre en contact avec des professeurs de musique qu'elle connaissait. Un couple âgé a glissé un chèque dans la main de ma mère, insistant pour vouloir aider. Le gardien de sécurité, essuyant toujours ses yeux, a promis de s'assurer qu'ils auraient toujours un moyen sûr d'entrer et de sortir du bâtiment. C'était comme si un mur s'écroulait. Toutes ces barrières qui avaient toujours séparé des gens comme nous de gens comme eux. Toutes ces lignes invisibles qui maintenaient les riches d'un côté et les pauvres de l'autre tombaient en morceaux sous leurs yeux. Et au centre de tout cela se tenait un garçon de 7 ans et sa mère, se tenant l'un l'autre comme s'ils ne voulaient jamais se lâcher. Pierre, le célèbre pianiste qui avait observé depuis les coulisses, s'est finalement avancé sur la scène. La foule s'est écartée pour le laisser passer. Il était grand et élégant, vêtu d'un costume parfaitement coupé, avec l'assurance de quelqu'un qui avait joué pour des présidents et des rois. Il s'est arrêté devant moi et m'a regardé un long moment. Puis, lentement, il a tendu la main. « Ce fut un honneur de partager la scène avec vous ce soir, a-t-il dit simplement. J'ai levé les yeux vers cet homme, ce musicien célèbre que j'avais regardé dans des vidéos, cette personne que j'avais admirée de loin, et j'ai tendu la main pour serrer la sienne. « Merci, monsieur, » ai-je dit doucement. « Vos vidéos m'ont aidé à apprendre. » Les yeux du pianiste ont brillé. « Non, » a-t-il dit. « Merci de m'avoir rappelé pourquoi je suis tombé amoureux de la musique en premier lieu. » Et quelque part à l'arrière de la salle, un concierge qui s'était arrêté pour regarder la scène a souri et est retourné tranquillement à son travail. Ce soir-là, quelque chose de beau s'était produit. Et ce n'était que le début. 3 ans ont passé. J'avais 10 ans maintenant, mais je me souvenais encore de tout de cette nuit-là. La peur, la honte, le moment où mes doigts sont touchés de vraies touches pour la première fois, le silence qui s'est transformé en applaudissements, les bras de ma mère autour de moi sur cette scène. Je me souvenais de tout, et je le portais avec moi partout où j'allais. Tant de choses avaient changé depuis. Nous ne vivions plus dans ce petit appartement de Marseille, celui aux murs minces et à l'eau chaude capricieuse. Une fondation nous avait aidés à déménager dans un meilleur quartier, un endroit plus sûr avec de bonnes écoles et un parc à proximité. Ma mère ne faisait plus 2 boulots. Elle n'avait plus à le faire. La bourse, les parrains et toutes les personnes qui s'étaient manifestées cette nuit-là s'en étaient assurées. Mais certaines choses restaient les mêmes. Ma mère s'asseyait toujours au premier rang à chacune de mes performances. Elle pleurait toujours à chaque fois que je jouais, et je cherchais toujours son visage avant de toucher les touches, juste pour m'assurer qu'elle était là. Ce soir-là était la plus grande soirée de ma vie. J'étais en coulisses à la Philharmonie de Paris, l'une des salles de concert les plus célèbres du monde. Dans quelques minutes, j'allais monter sur cette scène légendaire et me produire devant une salle comble. Des critiques, des musiciens et des amateurs de musique du monde entier étaient venus me voir. Le plus jeune pianiste à jamais être la tête d'affiche d'un concert dans ce lieu historique. 10 ans, jouer à la Philharmonie de Paris. Ça semblait impossible, comme quelque chose tiré d'un conte de fées. Mais j'étais là, une machiniste s'est approchée de moi avec un sourire bienveillant. 5 minutes, a-t-elle dit doucement. Comment te sens-tu? J'ai pris une profonde inspiration. Nerveux? Ai-je admis. Vraiment nerveux. Elle a hoché la tête. C'est normal. Même les plus grandes artistes sont nerveux. Ça veut dire que tu t'en soucies. Elle m'a tapoté l'épaule et s'est éloignée, me laissant seul avec mes pensées. J'ai regardé mes mains. Elles étaient plus grandes maintenant qu'il y a 3 ans. Plus fortes. Plus capables. Des années de formation au conservatoire avaient poli ma technique, lissé les aspérités, m'avaient donné des outils et des compétences dont je ne soupçonnais même pas l'existence.
Mais la chose la plus importante n'avait pas changé. Le sentiment était toujours là. Ce feu dans ma poitrine quand je m'asseyais devant un piano. Ce besoin d'exprimer quelque chose que les mots ne pourraient jamais capturer. Cette connexion à la musique qui était là depuis le tout début. Mes professeurs appelaient ça un don. Les journaux appelaient ça du génie. Mais je savais la vérité. C'était de l'amour. Aussi simple que ça. J'aimais le piano. Et le piano me le rendait bien. J'ai fouillé dans ma poche et j'ai sorti un petit morceau de papier plié. Il était usé et doux à force d'avoir été manipulé tant de fois. Les bords étaient filochés. Les plis étaient presque déchirés. C'était une seule touche de mon vieux piano en carton. Ma mère l'avait conservé. Quand nous avons déménagé dans le nouvel appartement, elle avait soigneusement découpé une touche de ce clavier fait maison et me l'avait donné. Pour que tu n'oublies jamais, avait-elle dit, peu importe où tu vas ou à quel point tu deviens célèbre. J'ai tenu la touche en papier dans ma paume et j'ai fermé les yeux. J'ai pensé à ces nuits à la table de la cuisine. Le silence, l'imagination, les rêves qui semblaient si impossibles. Et maintenant, j'étais là, sur le point de jouer à la Philharmonie de Paris. « 2 minutes !» a crié quelqu'un. J'ai rangé la touche en papier dans ma poche, juste à côté de mon cœur. J'ai redressé ma veste, j'ai pris une autre profonde inspiration et je me suis dirigé vers l'entrée de la scène. Les lumières de l'auditorium se sont tamisées. La foule est devenue silencieuse, puis je suis sorti. Les applaudissements qui m'ont accueilli étaient chaleureux et accueillants. Des milliers de personnes, toutes là pour m'entendre jouer. J'ai marché vers le grand piano au centre de la scène, ce magnifique instrument brillant sous les projecteurs, et j'ai fait une pause juste un instant. J'ai regardé la foule. Tant de visages, tant d'étrangers. Mais là, au 3e rang, au siège central, il y avait un visage que je connaissais mieux que le mien. Ma mère, elle portait une simple robe bleue. Rien de fantaisiste, rien de cher. Elle n'avait pas besoin de ces choses. Elle n'en avait jamais eu besoin. Elle était belle telle qu'elle était. Cette femme qui avait travaillé si dur, sacrifié tant, cru en moi quand personne d'autre ne le faisait. Elle m'a souri et je lui ai rendu son sourire. Puis je me suis assis au piano. La salle est devenue complètement silencieuse. On aurait pu entendre une épingle tomber. Tout le monde attendait, retenant son souffle, prêt à être témoin de quelque chose de spécial. J'ai posé mes mains sur les touches. J'ai fermé les yeux comme je le faisais toujours et j'ai commencé à jouer. La musique qui a rempli la Philharmonie de Paris cette nuit-là ne ressemblait à rien de ce que quiconque avait jamais entendu. C'était techniquement brillant. Oui, une exécution impeccable. Chaque note précisément où elle devait être, chaque phrase façonnée avec un soin expert. Mais c'était plus que ça. Il y avait une histoire dans cette musique, une histoire de lutte et d'espoir, d'une mère qui dessinait des touches de piano sur du carton parce qu'elle ne pouvait pas se permettre la vraie chose, d'un garçon qui a pratiqué en silence pendant des années, sans jamais abandonner, sans jamais perdre la foi, d'une nuit où le monde a essayé de le rabaisser et il a répondu en élevant tout le monde. Les gens dans le public ont commencé à pleurer. Ils ne pouvaient pas s'en empêcher. La musique a pénétré en eux et a touché quelque chose de profond et de vrai. Elle leur a rappelé leurs propres rêves, leurs propres luttes, leurs propres moments de doute et de persévérance. Au premier rang, une jeune fille d'environ 7 ans écoutait avec de grands yeux. Elle avait supplié ses parents de l'emmener ce soir-là. Elle voulait apprendre le piano elle-même, mais sa famille n'avait pas beaucoup d'argent, et elle avait commencé à penser que ce n'était peut-être pas possible pour quelqu'un comme elle. Maintenant, en regardant ce garçon sur scène, elle a réalisé quelque chose d'important. Les rêves ne se soucient pas de l'argent. Les rêves ne se soucient pas d'où l'on vient. Les rêves se soucient seulement de savoir si l'on est assez courageux pour les poursuivre. Elle a serré la main de sa mère et s'est faite une promesse silencieuse. Elle trouverait un moyen, comme lui. Le concert a duré 2 heures. J'ai joué pièce après pièce, mettant tout ce que j'avais dans chacune d'elles. Quand je me suis finalement levé du banc de piano et que j'ai salué, le public s'est levé comme un seul homme.
L'ovation a duré 11 minutes. 11 minutes d'applaudissements, d'acclamations et de larmes. 11 minutes de personnes essayant d'exprimer ce que les mots ne pouvaient pas saisir. 11 minutes d'amour pur et accablant pour un garçon de 10 ans qui avait touché leur cœur. Quand le calme est enfin revenu, je me suis approché du microphone. J'avais demandé ce moment. Il y avait quelque chose que je devais dire. Merci, ai-je dit, ma voix petite mais ferme. Merci à tous d'être ici ce soir. J'ai fait une pause rassemblant mes pensées. Il y a 3 ans, je me suis faufilé sur une scène parce que je voulais juste toucher un vrai piano. Les gens m'ont crié de partir. Ils ont dit que je n'avais pas ma place. Ils ont regardé mes vêtements et ont décidé que je n'étais rien. La foule était complètement silencieuse, suspendue à chaque mot. Mais j'ai appris quelque chose cette nuit-là. Peu importe ce que les gens pensent de vous. Peu importe d'où vous venez ou combien d'argent votre famille a. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a en vous. Ce qui compte, c'est si vous êtes prête à essayer, même quand tout le monde dit que vous ne pouvez pas. J'ai baissé les yeux vers ma mère, les larmes coulant sur nos 2 visages. J'ai aussi appris qu'une seule personne qui croit en vous peut tout changer. Ma maman a cru en moi. Elle m'a dessiné un piano en carton et elle m'a dit que je pouvais tout faire. Et parce qu'elle a cru, j'ai cru aussi. J'ai souri à travers mes larmes. Alors, si quelqu'un a un rêve, peu importe à quel point il semble impossible, s'il vous plaît, n'abandonnez pas. Continuez à pratiquer. Continuez à croire. Continuez à avancer parce que vous ne savez jamais quand votre moment viendra. J'ai fouillé dans ma poche et j'ai sorti la touche en papier. Ceci vient du piano en carton que ma maman m'a fabriqué. Je le porte partout où je vais pour me rappeler que les plus grands rêves peuvent commencer par les plus petites choses. Je l'ai tenu pour que tout le monde puisse la voir. Merci maman pour tout. Je t'aime. Ma mère a enfoui son visage dans ses mains, sanglotant de joie. Et alors que les applaudissements éclataient à nouveau, plus fort que jamais, je suis sorti de la scène et directement dans les bras de ma mère. Nous nous sommes serrés l'un contre l'autre longtemps, juste là, au premier rang de la Philharmonie de Paris, entouré de milliers de personnes qui venaient de vivre quelque chose de vraiment extraordinaire. Un garçon qui n'avait rien d'autre qu'un rêve. Une mère qui n'avait rien d'autre que l'amour. Et ensemble, ils avaient changé le monde, ou du moins, le nôtre. Aujourd'hui, franchement, je ne sais pas. Est-ce que ce fut le meilleur chemin possible? Parfois, j'y crois. D'autres jours, je me demande si toute cette pression, cette vie sous les projecteurs, ne m'a pas fait manquer d'autre chose. Je crois qu'on ne saura jamais vraiment si les décisions qu'on prend sont les bonnes ou les mauvaises. Elles sont juste les nôtres. C'est à ça la vie, n'est-ce pas? Une suite d'accords inattendus, parfois dissonants, parfois harmonieux. Le chemin n'est jamais vraiment terminé, la musique ne s'arrête jamais vraiment. Il y a toujours une nouvelle pièce à apprendre, un nouveau public à toucher, une nouvelle question sans réponse. Et c'est ça aussi la beauté.